L'audience de confirmation de charge dans l'affaire Le procureur contre Maxime Geoffroy Elie Mokom Gawaka s'est déroulée du 22 au 24 août 2023 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. En la présence du suspect, tous les parties et participants à l'affaire ont été appelés à présenter leurs observations orales devant la chambre préliminaire 2, composée du juge-président Salvatore Aitala, de la juge Tomoko Akane et du juge Sergio Geraldo Ugalde Godinez. À ce stade des procédures préliminaires, l'accusation allègue du fait que M. Mokom est responsable de certains crimes et que le greffier d'audience nous lira par la suite. La Chambre ne prendra pas de décision sur la culpabilité ou l'innocence de M. Mokom lors de cette audience, mais plutôt en faisant référence à l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. Le devoir de la Chambre est de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour considérer qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Mokom a commis les crimes qui lui sont reprochés. Si certaines des charges ou toutes les charges sont confirmées, la Chambre préliminaire décidera de l'innocence ou de la culpabilité par la suite de M. Mokom. Après avoir rappelé aux parties et participants le principe généraux qui s'applique à l'audience de confirmation de charge, le juge président de la Chambre préliminaire 2 a ensuite appelé le greffier d'audience à lire un résumé de 20 charges dressées à l'encontre du suspect. D'après le bureau du procureur, M. Mokom aurait commis en République centrafricaine dans les années 2013 et 2014 des crimes contre l'humanité et crimes de guerre impliquant entre autres le meurtre, les viols, la déportation ou le transfert forcé des populations, la privation grave des libertés, la persécution et des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion. En ouverture de ces déclarations liminaires, le procureur adjoint M. Mame Mandia Nyang a décrit les circonstances relatives aux charges ainsi que le contexte général dans lequel le crime reproché à M. Mokom aurait été perpétré. En 2011, Bangui comptait 740 000 habitants, dont 130 000 musulmans qui étaient répartis dans les 8 arrondissements de la ville, un peu plus de 17%, presque 18% de la population. Et cette démographie, la composition démographique de la ville a changé de manière radicale après l'attaque des Anti-Balaka du 5 décembre 2013. Et M. Mokom a contribué à l'attaque des Anti-Balaka contre Bangui en organisant, encourageant et armant ces derniers depuis Zongo, où il était. La même journée du 5 décembre 2013, quelques heures plus tard, les Anti-Balaka ont également attaqué Bossangoa. Une fois de plus, ils ont ciblé les civils musulmans et n'ont pas fait de distinction entre ces derniers et les membres de la Séléka. Les corps des musulmans tués étaient régulièrement amenés à la mosquée Ali Babolo de PK5, un quartier qui est devenu une des enclaves tristement célèbres où des civils déplacés allaient chercher refuge. Les images que vous pouvez voir à l'écran, datées du 5 décembre 2013, sont celles de corps sur le sol de la mosquée, incluant des femmes. Le climat de violence et l'instabilité qui a suivi les attaques du 5 décembre ont forcé Yotoya à démissionner le 10 janvier 2014 sous la pression internationale. Le 20 janvier, la maire de Bangui, Catherine Samba Panza, est élue présidente intérimaire. Le même mois, les Anti-Balaka adoptent une structure formelle et M. Mokom est alors nommé coordonnateur des opérations. Le 6 février 2014, M. Mokom traverse la rivière Ubangui pour s'installer à nouveau à Bangui. La démission de Yotoya
n'a cependant pas mis fin aux attaques des anti-Balaka. Le désarmement partiel de la Seleka et le retrait de ses forces de Bangui, ainsi que d'autres parties de l'ouest de la République centrafricaine, ont créé un vide au sein du pouvoir et ont laissé la population musulmane vulnérable à la vengeance des anti-Balaka. Lors de la présentation des observations orales de l'accusation, des photos et vidéos ont pu être dévoilées en audience publique. Des images d'attaques, de destruction ou encore des extraits de reportages ont pu être diffusés. En présentant ses arguments à l'encontre du suspect, le premier substitut du procureur, Maître Léonie Van Braun, a expliqué les différents modes de contribution de M. Mokom aux crimes qui lui sont reprochés. Your Honors, Mr. Mokom, on the basis of the evidence before you, Madame, Messieurs les juges, Monsieur Mokom, sur la base des éléments de preuve devant vous, a contribué de 4 façons différentes au moins aux crimes qui sont reprochés. Tout d'abord, en aidant à organiser et à structurer les anti-Balaka depuis les premiers jours, notamment en étant et en soutenant le groupe Gobéré et par la suite dans son rôle en tant que coordinateur officiel à Bangui. Deuxièmement, en fournissant un soutien matériel, notamment des munitions. Troisièmement, en aidant à coordonner le mouvement des combattants et dans l'élaboration des plans d'attaque en tant que tels. Quatrièmement, en fournissant des conseils, des instructions, un soutien moral et des encouragements aux combattants anti-Balaka sur le terrain avant et après les attaques qui sont reprochées et lors de ces attaques. Étant donné que ces contributions se chevauchent factuellement, je vais les aborder ensemble, mais de manière chronologique, en faisant la distinction entre 2 périodes. Tout d'abord, je vais aborder la période pendant laquelle M. Mokom était toujours en exil à Zongo. Et deuxièmement, je parlerai de la période en mettant l'accent particulièrement sur la période après laquelle il était revenu à Bangui. Parlons tout d'abord de la contribution de M. Mokom alors qu'il résidait encore à Zongo, notamment sa contribution à l'attaque du 5 décembre contre Bangui et Bossangoa. Les contributions de M. Mokom au développement des anti-Balaka, de manière générale, sont importantes parce qu'elles améliorent la capacité des anti-Balaka en tant que force combattante et rendent plus possible encore la concrétisation des crimes qui sont reprochés. L'accusation peut se baser sur au moins 12 personnes de l'intérieur qui démontrent que M. Mokom était une personne d'influence au sein du groupe et qu'il était l'élément de liaison avec les personnalités anti-Balaka, ceux sur le terrain en RCA et les personnalités en exil ou les hauts dirigeants en exil au Cameroun, en RDC et dans d'autres lieux. Il discutait avec eux, élaborait des stratégies avec eux et soutenait le mouvement dans son ensemble depuis Zongo. Par la suite, la parole a été accordée à M. Mokom pour faire sa déclaration hors serment. On me reproche aujourd'hui des soi-disant crimes commis à Bangui et à Bossangoa en allant du 5 décembre 2013 à la fin du mois d'avril 2014. Qui engageant directement ma responsabilité et qui aurait été commise dans le cadre d'un soi-disant plan pour reprendre le pouvoir. Je nie formellement avoir participé à un plan qui impliquerait la commission des crimes comme me reproche. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, je vous suis très reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de partager cette information avec vous. Je suis convaincu que vous évaluerez équitablement les accusations dans ce procès. Au deuxième jour de l'audience de confirmation de charge, la Chambre préliminaire 2 a accordé la parole à l'équipe des représentants légaux des victimes pour présenter leurs observations orales. 4 avocats ont alors, les uns après les autres, pris la parole
pour exposer les vues et préoccupations de victimes. Maître Dangabo Moussa a expliqué. Monsieur le Président, Madame le juge, Madame et Monsieur le juge, les préoccupations des victimes, si les charges sont retenues, sont les suivantes. Ils demandent un délai raisonnable, une juste indemnisation du préjudice subi, car la situation sécuritaire aujourd'hui en République centrafricaine est évidemment génératrice de difficultés pour les victimes, tant dans leur quotidien, elles ne peuvent pas se projeter pour l'éventuelle réparation. Avec des tensions perceptibles dans le contexte actuel de la présence de mercenaires de la société Wagner et la présence tous azimuts des rebelles dans l'arrière-pays, quel pourrait être le sort des victimes en cas de reprise des hostilités et des massacres? À cet égard, elles ont largement interrogé le représentant légal sur les mesures qui seraient prises pour éviter les destructions et pillages de ce qui leur reste comme bien ou dignité. Tout à l'heure, le confrère a cité les personnes morales, les mosquées. Sur 436 mosquées recensées en République centrafricaine par le Conseil islamique et l'ambassade des États-Unis à l'ONU, 417 ont été détruites. Quel est le sort des biens, notamment diamants, or, véhicules, etc., des collecteurs, des diamantaires centrafricains musulmans? Quel est le sort de tous ces biens spoliés, volés, appropriés? Maître Elisabeth Rabé-Sandratana a pour sa part parlé des préjudices subis par l'ensemble de victimes ainsi que les difficultés auxquelles font face les victimes réfugiées dans le camp du Tchad. Cette situation des victimes que je vous décris pour les camps du Tchad n'est pas une situation isolée. Elle concerne des milliers de Centrafricains confinés dans les quartiers musulmans, dans les enclaves. Ce qui, bien sûr, m'amène à aborder rapidement la question des préjudices subis par l'ensemble des victimes. Elles sont condamnées à survivre dans des conditions déplorables, favorisant la propagation des maladies, sans argent pour bénéficier de soins. Elles ont subi et souffrent toujours de dommages physiques, de dommages moraux. Les dommages physiques, on vient de vous les énumérer, manque d'eau, de nourriture, soins médicaux, atteinte à leur intégrité physique. Il y a déjà beaucoup de décès dans ces camps. Les dommages moraux, parce qu'elles ont été témoins des massacres, des attaques, d'où des cauchemars, des traumatismes psychologiques, des humiliations et la stigmatisation. Et dommages matériels. Les foyers ont été détruits et abandonnés. Elles n'ont plus de moyens de subsistance et plus de ressources. Elles n'estiment plus la valeur de leur propre vie. Ces préjudices n'ont pas encore été traités. Mais il n'est jamais trop tard pour les traiter, surtout les traumatismes psychologiques. C'est important, ils sont en exil, coupés de leurs racines centrafricaines, n'ayant pas d'endroit pour transplanter leurs racines. Et même ceux qui ont cette possibilité, cette transplantation demeure fragile. Comment s'approprier une terre que l'on vous a forcé à adopter? On a coupé vos racines et replanté par la force dans une autre terre. Tout cela
sur fond de guerre et de violence. Ces gens, ces victimes, deviennent acculturés. Ce qui est difficile, voire impossible à assumer pour les générations futures. Le message ici, c'est de vous dire que c'est important que ces adultes, que ces victimes, quel que soit leur âge, puissent être apaisés en déposant leurs émotions, en racontant leur histoire. Une fois le représentant légaux des victimes ayant achevé la présentation de leurs observations orales, ce fut au tour de la défense de M. Mocom de prendre la parole. M. Mocom est représenté par une équipe de défense dirigée par Maître Philippe Larochelle, conseil principal de la défense de M. Mocom. Your Honors, at the beginning of the hearing, Madame et Messieurs les juges, au début de l'audience, le substitut du procureur a affirmé que les preuves n'étaient pas mises à l'épreuve, que les éléments de preuve qui vous étaient soumis n'avaient pas été mis, ne pouvaient pas être contestés. Mais c'est remis en question lors du procès de Yekatom Ngaisona. Là, on a mis cela à l'épreuve et on a vu que ces éléments n'étaient pas fiables. Ce que la lecture de la transcription des déclarations de ces témoins montre, c'est que ces déclarations finement réglées, obtenues par l'accusation dans des bureaux fermés à Bangui, contiennent des formulations, des mots que les témoins n'arrivaient pas à prononcer ou comprendre. Et c'est totalement différent de ce qu'affirment ces témoins lorsqu'ils sont confrontés à ceux qu'ils accusent, lorsqu'ils sont face à des juges. Subitement, ils ne répètent pas ce qu'ils ont dit. La plus grande partie des éléments sur lesquels on se fonde vient de ces transcriptions-là. Et je formule mes observations sur base de 5 témoins initiés qui sont sur la liste. Si vous mettez du vert sur leur nom dans le DCC, vous aurez peut-être alors là l'article du journal qui a été renié par son auteur. Donc, selon nous, il n'y a aucun élément de preuve qui soutiendrait qu'il y ait eu une participation de M. Mocom à aucun des crimes pour lesquels l'accusation souhaite qu'il soit renvoyé en procès. Il faudrait le libérer le plus vite possible. Il est injustement détenu pour les raisons que vous savez. Il devrait déjà être dehors. Et il devrait être dehors de façon permanente. Maître Kate Gibson a poursuivi les observations orales de la défense en présentant un argument en lien avec les éléments de preuve présentés par l'accusation. Is the lack of directly incriminating evidence. C'est le manque d'éléments de preuve incriminant directement M. Mocom. Laissons de côté les vidéos de Al Jazeera, les photographies épouvantables, mais qu'est-ce que les témoins de l'accusation disent effectivement au sujet de ce que faisait M. Mocom? Il n'y a pas d'éléments de preuve directs du fait que M. Mocom donnait des ordres pour commettre des crimes ou qu'il commettait des crimes ou qu'il était présent ou qu'il encourageait ses troupes qui commettaient des crimes. Au contraire, le dossier de l'accusation est construit sur des éléments de preuve de circonstance et on vous invite à faire des déductions, à tirer des conclusions que M. Mocom faisait tout ce qu'il pouvait pour soutenir ou guider les troupes anti-Balaka. Cette chambre préliminaire, à partir de cela, peut déduire qu'il le faisait en vue
de faciliter ou de faire avancer la commission de crimes. Si l'on garde cela à l'esprit, il faut réfléchir sur la raison de procéder ainsi. Ce que nous faisons tous ici, dans cette salle d'audience, ces derniers jours, eh bien, ce que nous faisons, c'est un exercice dont le but, comme l'a déclaré la Chambre préliminaire dans Mbarushimana, dont le but est de faire la distinction entre les dossiers qui devraient être présentés au procès et ceux qui ne le devraient pas. Cette audience de confirmation a besoin de davantage qu'un dossier où l'accusation s'attend encore à ce que la Chambre préliminaire fasse des grands bonds dans son raisonnement pour faire des déductions de manière pour arriver même simplement à l'aide et la complicité et au but commun. Les formes les plus faibles de responsabilité pénale. Pour arriver au fait que cela soit évident que M. Mokom avait effectivement commis des crimes internationaux. L'accusation s'appuie sur des éléments de preuve sur lesquels ses propres témoins se sont rétractés. Et ceci constitue le fondement de son dossier. L'accusation, les déclarations des témoins même de l'accusation montrent montrent que M. Mokom, le suspect principal, prenait des mesures actives pour arrêter les crimes. Vous ne pouvez pas remplacer de bons éléments de preuve par des formes de responsabilité exotiques et tirées par les cheveux, coordonnées à un but commun. C'est le genre d'affaire qu'il ne doit pas passer à l'étape suivante. Finally, the chamber specifies that the 60-day time limit. À la fin de l'audience de confirmation de charge, le juge président a annoncé des délais à respecter pour chaque partie et participant appelés à déposer leurs documents écrits.